Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau à Paris. Hier, nous étions en Charente et c'était les Journées européennes du patrimoine. Ça l'est encore aujourd'hui, alors profitez-en, allez voir tous ces bâtiments, tous ces monuments, toutes ces institutions qui sont ouvertes spécialement donc, durant ces 2 journées. Et ça, c'est une fois dans l'année. Et c'est gratuit. Alors, qui est avec nous ce matin? Oh, c'est quelqu'un qui a une silhouette assez familière, surtout sur ce plateau de thé au café. Mais auparavant, comme vous n'étiez pas avec nous peut-être la semaine dernière, vous avez loupé. Samedi, c'était Muriel Robin. Et dimanche, c'était 2 pour le prix d'A. C'était Nicole Croisy et Laurent Deutsch. Bonjour Muriel, je vous embrasse. Ouais, un peu qu'on s'embrasse. Bah, tiens. Je vous trouve de plus en plus belle. Bah, c'est-à-dire qu'après plus moche, j'aurais fait très Non, moche. et vous êtes de plus en plus séduisante, comment faites-vous? Non, je me suis perdue à un moment. Donc le poids fait qu'on se perd, on se ressemble plus vraiment. Et dès qu'on règle ce problème-là, on le voit bien, ça fait que j'ai des compliments et c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on est drôle ou on le devient? Je crois pas. Je crois pas qu'on devienne drôle. Être drôle, c'est-à-dire parler et que voilà, quelqu'un va dire une chose, c'est pas drôle, et la même chose dite par quelqu'un, la vis comica, on l'a ou on l'a pas. La scène, ça rend heureux ou pas? Ça rend heureux de rendre les gens heureux. Mais après, moi j'ai un petit truc un peu particulier, c'est que c'est pas le métier que je voulais faire. Donc, est-ce que je fais bien d'être honnête et de répondre honnêtement à ça? Je devrais dire oui, ça rend heureux. Vous vouliez chanter? Non, moi je voulais faire du cinéma. C'est un accident magnifique, mais je dirais que le one-man show m'a choisi, je ne l'ai pas choisi. Mais moi, que ça m'ait complètement comblé, non. Vous avez signé l'appel d'Alex Lutz pour marquer votre indignation, ce manque d'accueil des migrants. Il y a un moment, il y a quelque chose qui vous tape le cœur. Mais quand on offre un cachet, comme vous allez le faire, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas offrir, à la limite, une chambre Alors, je veux dire, je crois que chacun, d'abord l'un n'empêche pas l'autre. J'ai hébergé quelqu'un, moi, qui habitait en bas de chez moi, il y a 20 ans. Une dame. Ça s'est très très mal passé. Les amis à elle sont venus, etc. Je m'en sortais plus, c'était très très compliqué. Et puis donc ça vous a refroidi? Ça m'a un petit peu refroidi, donc je me suis dit que cette chose-là, pour ce coup-ci, voilà, n'était pas pour moi. Qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? Un mauvais film. Quel est le compliment que vous détestez entendre sur vous? J'ai beaucoup de mal avec les compliments. Déjà, quand j'arrive à dire merci, c'est déjà un gros, c'est pas mal. Donc, tous. Si vos parents étaient encore en vie, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent? On est fiers de toi, je ne l'ai pas entendu, donc ça manque. L'une est comédienne et chanteuse, elle a une carrière de plus de 50 ans. L'autre s'est illustrée au cinéma. Qu'est-ce que vous enviez de la bio de l'autre? Il est plus jeune. Moi, son rapport privilégié avec Claude Lelouch. Et je pense que moi, mon film préféré, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Donc j'envie Nicole pour avoir été dans ces monuments-là. Est-ce que ça transcende d'être sur scène? Ah oui. Bon, les premières fois, le trac est tellement embarrassant. Donc que paralysant même. Oui. Enfin, si ça paralyse, il faut changer. Il faut tout de suite changer de métier. d'objectif. Hein. Mais le trac, ça fait partie du moteur. Hein. C'est un moteur. Très peur, moi. Vous n'avez pas le trac, vous? Non. Et d'ailleurs, je m'en inquiète aussi Vous savez parce que c'est les mauvais comédiens qui ont... je suis persuadé Je que c'est savais vrai. pas, je savais Non, pas mais qu'il y avait pas de trac. Je pense que quelque part, en plus, le trac, c'est une espèce de mise en condition, c'est l'antichambre du succès, quoi. C'est quand on prend conscience de ce qui nous attend. Et moi, peut-être que je suis un peu dilettant de ce côté-là. Je suis un peu léger parce que je traque pas. Non. Je vais vous donner des titres de films de Laurent, Oui. à mimer par vous. Alors, Ah, un avion. L'envol, Steve Suissa. Un ballon de foot, 3-0. Ah, il tire dans la lucarne. Mais généralement, moi, je tire au-dessus, moi. comment est-ce que je peux lui faire deviner ça? C'est pas possible. Est-ce que vous passez encore des castings? Ah bah oui, mais moi, je les rate à chaque coup. Moi, j'ai arrêté Pourquoi? les castings. Moi, je les Mais rate. alors, Mais pourquoi? à chaque fois que je fais un casting, je suis pas pris. C'est peut-être parce que je suis pas bon. La question à ne pas poser, selon vous, Nicole, au premier rendez-vous amoureux. C'est toutes vos dents que vous avez ou il y en a des fausses? La personnalité politique la moins utile du moment, selon vous, Laurent? Parce qu'il y en a beaucoup, quoi. On a un peu l'embarras du choix. C'est compliqué comme question. Il y en a pas mal qui servent à rien. Si vous étiez une star du X, Laurent, quel serait votre nom de scène? Jean trois jambes. Le dérouleur de câbles. Prends-moi si tu peux. Bon, c'est un jeu de pseudo. Beaucoup d'imagination tous les deux. Alors, qui est là, sur ce plateau thé au café? Il va se présenter. Il s'agit d'un homme. Quelle est votre profession?
Si vous dites né, on peut dire écrivain. Votre situation familiale Oh mon Dieu, père de famille. et votre devise? Il y a une devise que j'aime beaucoup, c'est la devise de Crillon, qui était un des compagnons d'Henri IV. Et sa devise, quand il est mort, il a fait graver sur sa tombe « Le roi l'aimait, les pauvres le pleurèrent Et votre prénom et votre nom? ». Mon Dieu, Jean d'Ormesson. Mon Dieu, Jean d'Ormesson est avec nous ce matin sur le plateau Thé au Café. Vous venez me rejoindre? Est-ce que vous aimeriez que le peuple vous pleure? Oh mon Dieu, que le peuple me pleure, c'est beaucoup dire. Vous savez, mon rêve, quand j'étais plus jeune, il y avait quelque chose qui me faisait rêver. C'était chez les Japonais, les trésors nationaux vivants. Je me disais, ça c'est formidable. Mais vous êtes un C'est un trésor national vous-même, vivant. vivant. Il y a Emmanuel Donzella qui viendra nous rejoindre tout à l'heure en fin d'émission. Il vous interprétera une chanson qu'il a écrite, qu'il a composée spécialement pour vous. Alors vous savez, Jean d'Ormesson, on se connaît bien, on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Vous allez nous parler de ce livre sorti chez Robert Laffont. C'est un récapitulatif de tous vos propos, de toutes vos chroniques, de vos éditos, notamment dans le Figaro, chronique d'un demi-siècle, Dieu, il est toujours là, hein. Dieu avec Jean d'Ormesson, il n'est jamais loin, les affaires et nous. Alors on évoquera bien sûr tous ces écrits, toutes ces prises de position, parce qu'on peut dire que ce sont des prises de position, mais vous savez, on aime bien aussi un tout petit peu revenir en arrière. Alors quand j'ai vu cette photo de vous, on dirait une petite fille. Vous vous souvenez de cette photo? Vous êtes petit, hein? Oh. Oui, je crois que c'est moi. Et regardez, Je crois c'est que vous. moi, en effet. Ça, c'est moi aussi. Oui. Oui, je crois. Oui. Il y a un côté très féminin. Oui, peut-être. Vous le... Vous savez, j'ai beaucoup de photos de moi à 2-3 ans, habillée presque en fille, avec des robes. Est-ce que cet aspect, ce côté féminin, vous l'avez toujours? Même si vous ne portez plus de robe. Oui, sûrement. Ouais. Sûrement. D'abord, comme vous savez, je respecte beaucoup et j'aime beaucoup les femmes. Et j'aurais beaucoup aimé être une femme. Ça m'aurait Mais quel type de femme? beaucoup amusé. Comment vous vous imagineriez en tant que femme? J'aurais adoré être une courtisane et faire marcher les hommes. J'aurais peut-être réussi ça à faire. Donc il y a un aspect de domination. Oui, sûrement. Intéressant. François Hollande vous a remis, il y a maintenant 2014, la Grande Croix de la Légion d'honneur. Dans son propos, il vous a demandé, vous avez réussi tout au long de votre vie à être aimé. Comment avez-vous fait? Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Alors, je voudrais dire d'abord que François Hollande est un adversaire politique. Il l'était, il le reste. Là, on voit les images. Voilà, il vous décerne donc cet honneur de la République. Évidemment, il m'a remis la Grande Croix de la Légion d'honneur. C'est un grand honneur pour moi et je lui reste très reconnaissant. Et ces sentiments se mêlent en même temps à une opposition politique. Et il m'a fait un petit discours, c'était dans l'intimité la plus stricte. Il y avait la famille et c'est tout. On était peut-être 10 au maximum. Et il m'a dit, ce qui m'intéresse chez vous, c'est de savoir comment vous êtes si populaire. Alors, comment faites-vous? Qu'est-ce que vous lui avez Eh répondu? bien, écoutez, moi j'avais préparé un petit discours qui était très difficile, puisque c'était un adversaire politique qui me remettait la décoration. Le canard enchaîné, naturellement, m'a attrapé en disant « Tiens, il est courtisan ». Non, je ne suis pas courtisan. J'ai hésité à l'accepter, vous savez, la croix. Et puis je me suis dit, mais c'est la France qui me le remet, c'est pas le président. C'est la de République. Et donc je reste très reconnaissant à François Hollande, que je me garde bien l'attaquer personnellement, dont je conteste la politique. Et j'avais fait un petit discours qui était un peu... Vous savez, j'étais quand même un peu intimidé. Vous pouvez être intimidé. Oui. Vous pouvez être impressionné par les ordres de la République. J'adore faire des discours légers. Mais le discours léger, c'est Hollande qui l'a fait,
qui a un discours charmant, très gai, sympathique, ironique. Et moi, je me suis contenté de le remercier. Et pas d'expliquer pourquoi j'étais populaire. Alors nous, on a une explication puisqu'on est allé rencontrer des gens dans la rue, des anonymes, et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de Est-ce que vous. ce sont vraiment les anonymes? Ah, des anonymes complets, promis. Jean d'Ormesson, vous l'aimez ou pas? Si on vous dit Jean d'Eau, C'est un homme pétillant qui sait parler de son époque. Un académicien amusant. Oui, il vient d'être publié dans la Pléiade. il a une joie de vivre tout à fait extraordinaire. On le voit dans ses textes d'ailleurs. Il y a un peu cabotin aussi. Petit gamin un peu coquin, mais juste ce qu'il faut. Le faux jeune. Il est trop moderne pour son âge, je trouve. Il veut trop rentrer pour mon goût dans le cliché de l'homme cultivé. Un monsieur qui change pas, qui vieillit pas, il est extraordinaire. Je l'adore. On se rappellera peut-être comme d'un écrivain un petit peu engagé. Il fait partie de l'intelligentsia plutôt de droite que de gauche. À droite, mais quand même très ouvert, très républicain en fait. Un écrivain républicain. Je pense qu'il a une conscience d'honnête homme, donc ça c'est un petit peu de gauche aussi. Malgré son âge, il est beau garçon. En plus, je pense qu'il est assez coquin. Donc les deux réunis peuvent intéresser certaines femmes. Son petit costume et sa chemise assortie à ses yeux, j'aime beaucoup. Il aime plaire. Et il fait ce qu'il faut pour. Qu'est-ce que vous avez retenu comme qualificatif? Alors écoutez, Quand le jeune garçon dit c'est un faux jeune, ça c'est pas mal, je trouve. oui, Non. oui. Il joue aux jeunes. Est-ce que vous pensez jouer aux jeunes, vous? Alors, sûrement pas. Je n'essaye pas de jouer au jeu. Vous voyez, je pourrais venir comme ça j'ai mis une cravate. Oui, en Parce jean, que- vous auriez pu être en oui, jean, je- en perfecto. Vous savez, je vis plutôt en jean. C'est vrai? Oui, je connais beaucoup de gens qui vivent en jean et qui mettent une cravate pour venir à la télévision. Moi, je mets une cravate à la télévision parce que je pense qu'à mon âge, il vaut mieux apparaître, pas chercher à vouloir être jeune. Donc, Faut pas se distinguer, être Il ne classique. faut pas chercher à être jeune. Mais en revanche, pardonnez-moi, mais moi qui ai votre silhouette face à moi, je vois quand même un détail très intéressant. C'est-à-dire que vous semblez avoir des jolis mocassins, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de chaussettes. Oui, c'est vrai. Vous savez, il faut être le plus naturel et le plus simple possible. Vous savez d'où ça vient, l'absence de chaussettes? Vous allez voir, c'est tout naturel et simple, et en même temps tellement sophistiqué. L'idée m'est venue de Einstein. Einstein ne portait pas de chaussettes. Il trouvait que c'était inutile, et je me suis dit, mais comme il a raison. D'ailleurs, porter une cravate est tout à fait inutile. Ah ben vous la retirez alors? Alors, allons-y, retirons la cravate. On va la retirer Oui. parce que. Mais en réalité, je ne cherche pas à faire jeune. Ce qu'il y a, c'est que, hélas, je me rends un peu compte que j'ai mon âge. Vous savez, le drame, c'est qu'on ne sait pas l'âge qu'on a. On apprend qu'on est vieux pour deux raisons seulement. La première est que quelquefois on tombe malade. La Ça a été votre cas? Ça a été mon cas. Et quand j'ai été malade, vous savez ce que j'ai eu comme sentiment? J'étais vexé. J'étais vexé. Et la deuxième révélation sont les autres qui vous apprennent que vous êtes vieux. Mais il ne faut pas chercher à être jeune. Ce qu'il faut, je crois, essayer, si possible, de ne pas être le vieux ronchonneur qui dit cette formule que, pour ma part, j'ai entièrement rejetée, qui dit « c'était mieux de mon temps ». Bien sûr. Eh bien, ce n'était pas mieux de mon temps. De mon temps, vous savez qui il y avait de mon temps? Il y avait Hitler et Staline. Et il fallait choisir, quand j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, vous me dites, est-ce que votre vie était frivole? Oui, elle était frivole en un sens. Mais en un sens, j'avais compris à 10 ans qu'il fallait choisir entre Hitler
et Staline. Et grâce pas à rien. Dieu, pas par mon génie personnel, mais à cause de ma famille, qui était peut-être aristocratique, mais qui était aussi républicaine et démocrate, eh bien, nous avons choisi Staline. Et vous croyez que c'est bien de choisir Staline? C'était très pénible, mais je me rappelle très bien ma famille. Et la famille de ma mère était beaucoup plus réactionnaire que la famille de mon père. Eh bien, nous étions tous à regarder des cartes où on avançait les drapeaux rouges de Staline. J'étais stalinien. J'ai été stalinien. Je n'en suis pas fier, mais il n'y avait pas moyen de faire Il n'y avait pas autrement. d'autre choix. Jean d'Ormesson, il y a un sondage qui est paru il y a quelques temps, très récemment d'ailleurs, sur les jeunes. Les jeunes qui ont moins de 14 ans disent avoir peur à 60% de devenir pauvres. Quelle catastrophe, vous savez. Encore une fois, je ne veux pas jouer les anciens combattants. Quand j'étais jeune, avant la guerre, évidemment, j'étais très jeune, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Le français était gai, insouciant, riche. Et vous savez ce qu'il est maintenant? Grognon. Et je ne dirais pas pauvre, parce qu'il est plus riche que les Indiens ou les Chinois, mais appauvri. Et le drame, c'est pas qu'il est dans la misère, mais qu'il se dit que nos enfants vivront moins bien que nous, alors qu'en Chine, dans les pays arabes ou en Inde, les enfants vivront mieux que leurs parents. Mais c'est un désenchantement qui vous paraît justifié? Il y a le problème, le fameux problème, est-ce que la France est en déclin? Est-ce que la France est en déclin? C'est un problème très difficile, vous savez. Ce qu'on peut dire, c'est tout de même que l'influence de la France dans le monde a évidemment diminué. Peut-être pas parce que la France a décliné, mais parce que les autres pays ont monté. La Chine n'existait pratiquement pas. L'Inde non plus. Le Japon n'existait pratiquement pas. L'Inde non plus. Le Brésil. Et maintenant, ce sont les grandes puissances. Donc, il y a une espèce de proportionnellement, ça va. Vous savez que quand j'avais 10 ans, toute la littérature française était traduite en américain. Et quelques livres américains arrivaient ici. Maintenant, tous les livres américains arrivent ici. Très peu de livres français sont traduits en Amérique. Jean d'Ormesson, est-ce que vos pères, là c'était l'académicien bien sûr qui parlait aussi de la langue qui lui tient à cœur, mais est-ce que la critique de vos pères, elle vous atteint, elle peut vous atteindre, ou vous êtes blindé? Oh mon Dieu, je me rappelle, quand j'étais jeune, ça me faisait quelque chose. Mais maintenant, vraiment... Et vous dites souvent quand j'étais jeune. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est toujours en refrain. Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune. C'est la 5e fois que vous me dites quand j'étais jeune. Vous êtes jeune? Oui, bien sûr, je suis jeune dans ma tête, oui. Ah. Oui, je suis jeune dans ma tête, je connais la formule. Les critiques... vous savez, quand on écrit des livres, c'est très rare qu'on obtienne des lettres désagréables. Quand vous écrivez des articles, j'ai toujours 50% d'approbation et 50% d'hostilité. Et la 50% d'hostilité, c'est 50% d'extrême droite, 50% d'extrême gauche. Malheureusement, Les extrêmes, toujours. Je suis un modéré, c'est pas très intéressant. Alors, on est allé rencontrer 2 personnes. On leur a demandé leur avis. Il y a Romaric Sangar, qui est un journaliste, qui est critique littéraire à Chronique Art, qui n'est pas... enfin, c'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi, mais c'est pas un ami, en tout cas. Et puis, Étienne de Montetti, qui est le directeur du Figaro littéraire. Alors, bien sûr, lui, il vous apprécie. Mais tous deux, on leur a demandé justement une sorte de joute oratoire pour ou contre Jean d'Ormesson. À mon avis, Jean d'Ormesson, il représente aujourd'hui l'écrivain par excellence. D'abord à cause de ses livres, qui sont toujours des best-sellers que les gens adorent. C'est un peu
le vieil oncle sympathique et charmant qu'on aime avoir à sa table durant un dîner de famille, qui enfile des anecdotes, qui est très érudit. C'est l'écrivain du bonheur, c'est l'écrivain de l'intelligence qui essaye d'écrire des livres dans lesquels passe une extraordinaire culture de la littérature française, de la philosophie, de la science du cosmos. Pour moi, c'est pas un grand écrivain. Tous ces livres se ressemblent, qui sont un peu des méditations un peu faciles sur des grands sujets qui se contentent d'effleurer. Voilà. C'est un peu ce que je lui reproche. Alors bon, moi, je trouve la littérature de bavardage, un peu de bavardage poli. Le bavardage, c'est formidable, surtout quand le bavard, c'est Jean d'Ormesson, qui aime énormément parler et qui aime énormément faire partager sa science et son enthousiasme à l'égard de la vie. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de profondeur chez d'Ormesson. Voilà. Les hommes vivent, ils sont là, pas depuis très longtemps. Pour combien de temps? Personne ne le sait, mais enfin, ils sont là. C'est vide, enfin, c'est une espèce de constatation hébétée d'une réalité dont tout le monde est à peu près au courant. Je trouve ça très sympathique qu'un jeune auteur se fasse les dents sur un monument. Un homme éminent et consacré, ça c'est la règle du jeu, et c'est très très bien de le faire. C'est même un hommage, je dirais, qu'il rend à d'Ormesson. Est-ce que son talent littéraire est à la hauteur de la Pléiade? Ben non. Oh, certainement. Faut voir qui y a dans la Pléiade. D'abord, qui a été pléiadisé vivant, il n'y en a quand même pas beaucoup. Il y a Grac, il y a Grimm, il y a Monterland. Enfin, il y a des gens avec lesquels, je suis désolé, non, on ne peut pas se permettre de faire le poids. Il faut faire tous les reproches qu'on veut à Jean d'Ormesson, mais cet enthousiasme, ce don de la transmission aussi, d'un goût de la littérature, il a un côté ministre de la littérature en France. Je ne sais pas qui occupera cette place après lui, et donc il faut qu'il la conserve le plus longtemps possible. Et quand on voit suffirait-il d'aller gifler Jean d'Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française, c'est ce garçon donc qu'on a entendu, Romaric Sangar. Oui, c'est lui. Voilà. Alors, le titre est assez étonnant. Ça vous fait à la limite quoi, plaisir ou déplaisir d'entendre des propos comme cela, où on dit Jean d'Ormesson fait du bavardage. Voilà, où il n'y a pas de profondeur, il n'est pas à la hauteur de la Pléiade. Mais comment ça m'enchante? Parce que le risque que j'ai, qui est un risque réel, vous savez, c'est d'être l'ami de tout le monde. Et c'est très mauvais d'être l'ami de tout le monde. Mais c'est vrai que j'aime les gens, et c'est une malédiction, on pourrait en parler longuement, et on le voit très bien dans ce recueil, j'aime mes adversaires. J'aime mes adversaires. Mitterrand était mon adversaire. J'oserais dire qu'il est devenu mon ami. Hollande est mon adversaire. Et encore une fois, il le reste. Et il m'a donné la Grande Croix de la Légion d'honneur. C'est une malédiction. J'espère bien qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Alors celui-là, je le remercie chaleureusement. Enfin, j'ai un ennemi déclaré. En avril dernier, donc, vous êtes rentré il y a 4 de vos œuvres qui sont rentrées dans la Pléiade, chez Gallimard, bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous publiez chez Robert Laffont. Vous n'êtes pas très reconnaissant. Ah, c'est exactement le contraire. J'ai aimé mes éditeurs. J'ai aimé mes éditeurs. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, est-ce que je peux vous dire quelque chose avec ironie? Je suis victime de mon talent. Alors, il y a plusieurs éditeurs qui se disputent. On s'arrache les livres de Jean d'Ormesson. Eh bien, disons le mot oui. Ouais. Disons le mot oui. Je suis très attaché. Pour la qualité de vos œuvres ou parce que c'est bankable, comme on dit? Écoutez, j'espère du tout cœur que c'est pour la qualité de mes œuvres. Vous croyez que c'est pour mon charme ou pour l'aspect commercial? Ou pour mes beaux yeux? Alors, la manne financière? Alors, c'est ce qu'on a reproché, n'est-ce pas? On a pu me dire, Gallimard fait une opération commerciale en vous faisant entrer dans la Pléiade. La seule chose, et naturellement, le nombre de lecteurs ne compte pas. Il y a de très bons livres qui n'ont pas de lecteurs. Il y a de très mauvais livres qui ont des lecteurs, mais il peut peut-être arriver qu'il y ait des bons livres qui aient des lecteurs. C'est exceptionnel, je le reconnais. Vous savez que Stendhal n'a pas de lecteurs, que l'éducation sentimentale de Flaubert est très mal accueillie.
Et il y a inversement les grands écrivains à l'époque du 19e siècle, c'est Eugène Sue, c'est Ponson du Terrail. Je ne citerai pas ceux d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça ne veut rien dire. Jean d'Ormesson, à qui vous attribuez cette phrase? Presque toujours en politique, le résultat est contraire à la prévision. C'est une très bonne définition. Si c'est moi, je suis drôlement content. Je trouve ça drôlement bien. Eh bien, c'est Chateaubriand. C'est Chateaubriand? Ah ben oui, mais c'est la même chose. Alors, puisqu'on parle politique, vous disiez que vos adversaires, pour certains, devenaient des amis. Alors, on a été effectivement très, très surpris d'apprendre que Jean-Luc Mélenchon, c'est très inattendu, est un proche de vous. Et il a accepté, Jean d'Ormesson, de parler de vous. Et je pense que c'est vraiment la première fois Jean-Luc Mélenchon témoigne sur Jean d'Ormesson. Il y a peu de personnes avec qui j'ai autant de plaisir à parler qu'avec Jean-Luc Mélenchon. D'Ormesson et moi n'avons aucun rapport idéologique commun. Il est un détestable réactionnaire et ses idées ne valent pas un clou. Mais sa personne est magique. Quand vous parlez avec lui, vous avez d'abord l'impression de rencontrer quelqu'un qui est définitivement sorti du temps. Et il vous donne, c'est étrange, hein, une espèce d'avant-goût du bonheur qu'il y a simplement à vivre. Il est absolument toujours au diapason de l'endroit où vous envoyez la note. Par exemple, je rentre chez lui et qu'est-ce que je vois? Le portrait d'un ci-devant roi, je ne sais plus lequel. Et, mais pour blaguer, je lui dis ah mais Jean, vous auriez pu voiler le monarque pendant que je passe devant lui, puisque je représente la sans-culotterie. Et il aurait pu être décontenancé. Pas du tout. Alors avec cette formidable voix éraillée qu'il a, il dit ah mais pas du tout, tournez les yeux de ce côté. Voici le buste de mon ancêtre, le Pelletier de Saint-Fargeau. Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est un révolutionnaire. Alors je lui dis, mais alléluia, vous descendez d'un marquis, je monte d'un postier, nous nous retrouvons sur la montagne dans l'Assemblée. Et il a l'extraordinaire bon goût de rire. Voilà Jean d'Ormesson, c'est pas un fanatique. De quoi vous parlez quand vous vous rencontrez? Comme de jeunes amoureux, nous nous découvrons. Alors on se raconte des histoires littéraires, il est bien plus savant que moi, vous l'imaginez. Ou bien des choses qui tiennent à la géopolitique, parce que là, on va souvent avoir des terrains communs parce qu'on va parler de l'histoire de France profonde. Et voilà, vous savez, il y a des gens comme ça que vous rencontrez dans la vie et leur seule présence vous donne une espèce de joie, comme ça, spontanée. C'est l'effet que me fait cet homme, alors que nous ne sommes pas d'accord politiquement. Il est dur hein, quand il parle de politique. Et moi, je n'ai pas la réputation d'être un tendre, alors que je le suis. Quel tempérament il a? Il me fait l'effet d'un homme extrêmement opiniâtre, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui ne lâchera pas prise de ce dont il s'est saisi comme ça. Il a été très malade, Jean d'Ormesson. Et je pense que s'il s'en est tiré, à son âge, c'est parce que sa volonté était celle d'un jeune homme. Sinon, il n'en sortait pas. Qu'est-ce qu'il y a de Jean-Luc Mélenchon en lui? La fantaisie. Et le fait qu'il n'est pas toujours aussi Jean d'Ormesson qu'il en a l'air. Et il est assez taquin. J'espère avoir ça en commun avec lui. Mais de loin, il est mon maître. Il aime Aragon, qui était communiste. Il aime Ferrat. Est-ce qu'il terminera au parti de gauche? Ah non, on n'en veut pas. Il est trop réactionnaire. Mais par contre, je le veux bien comme ami. Et pas sur Facebook, hein, à table. Merci Jean-Luc. C'est un hommage? Écoutez, c'est quand même merveilleux. C'est un homme très intelligent, très cultivé. C'est un orateur magnifique. C'est une vieille tradition française. Et je l'admire beaucoup. Naturellement, sa politique serait désastreuse. Mais il pense aussi que la mienne est désastreuse. Mais ça ne nous empêche pas de nous estimer. Et même, je dois vous dire, d'avoir de l'affection pour lui. Vous aviez de l'affection aussi pour François Mitterrand, et vous, dans Dieu, les affaires et nous, ce recueil de chroniques, c'est vrai qu'il est très, très présent. Écoutez, pourquoi quand ce livre a été achevé, il y a deux choses qui m'ont étonné. La première, c'est un gros livre. Je pensais que ce serait un petit livre.
c'est un gros livre. La deuxième chose, c'est que Mitterrand est présent d'un bout à l'autre. Je ne parle pas tout le temps de lui, mais évidemment, il est présent d'un bout à l'autre. Ce n'est pas très étonnant. Il a été au pouvoir 14 ans. C'est beaucoup plus que De Gaulle, c'est beaucoup plus que tous les autres, c'est moins que Louis XIV, mais c'est exactement autant que Napoléon. C'est quelque chose. Vous avez fait un tri, Jean d'Ormesson. Vous avez sélectionné certaines chroniques que vous avez même peut-être éloignées parce qu'elles vous déplaisaient. Je vais vous dire. Comment vous y êtes pris? Je vous assure qu'il n'y en a pas une seule que j'ai éloignée en me disant j'aurais pas dû dire ça. Je trouve qu'il y en a qui sont meilleures les unes que les autres. Mais vous ne vous êtes pas censuré? Je n'ai pas changé un mot. S'il y a des erreurs, je me suis souvent trompé, vous savez. À propos de quoi, notamment? Eh bien, je ne sais pas si c'est dans le livre. Je dirais que je me suis trompé au moins 2 fois. Mais beaucoup plus, beaucoup plus. Quand Khomeini est mort, j'ai cru que le régime iranien s'écroulerait. Eh bien, il ne s'est pas écroulé du tout. Quand Mao est mort, ça doit être dans les années 75, 16, 17, je pense, 18, puisque j'écris des éditoriaux dans le Figaro, j'ai fait un éditorial où naturellement, je ne l'approuve pas, mais je dis que c'est un grand homme et je ne voulais pas que le Figaro apparaisse comme crachant sur la tombe de Mao qui aura joué un rôle dans l'histoire du monde. Et Simon Less, que j'admire beaucoup, et Mario Vargas Llosa, qui est un ami très cher à moi, m'ont beaucoup attaqué. Je crois qu'à propos de cet article, ils ont parlé d'ignominie. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Je n'ai pas été assez sévère pour Mao. Le 6 novembre 2008, vous avez titré « Une révolution pour l'Amérique ». Et une espérance pour le monde, c'était à propos évidemment du président Obama. Est-ce que vous êtes un des déçus, ceux qui sont déçus effectivement de sa présidence, de son aura internationale, de son manque de réussite? Probablement qu'il a déçu beaucoup des siens, sûrement. Je dois vous dire que je continue à penser que c'est une grande chose pour l'Amérique. D'abord, parce que il est en partie noir. Et c'est un progrès formidable. Ensuite, que c'est un homme très libre, très intelligent, très libre, qui a redonné quand même, il a fait des erreurs sûrement, mais il a redonné de l'éclat à une Amérique qui était au bord des nations. Et je me rappelle un discours, on peut dire qu'il n'a pas tenu toutes ses promesses, mais c'est si difficile. Un discours, je crois, en Égypte, au début de sa carrière, de son mandat, qui était magnifique, Et évidemment, il a restauré l'image de l'Amérique. La dernière date du recueil, d'ailleurs, date du 2 août 2014 et porte sur les chrétiens d'Orient et d'Irak, qui sont menacés évidemment d'extinction, comme on le sait. Et vous concluez en réclamant des musulmans, de la part des musulmans, qui dénoncent en fait avec force ces abominations. Mais qui peut prendre la parole, selon vous? Ils l'ont fait d'ailleurs. Vous savez, si j'écrivais le livre aujourd'hui, ça se terminerait sur les réfugiés, sur les migrants, sur les réfugiés, qui sont un problème encore plus difficile que les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, j'ai pensé que c'était... J'ai été pour les Juifs pendant la guerre. J'ai été pour les dissidents soviétiques. J'ai été pour beaucoup de gens qui se révoltaient contre l'injustice et la dictature. J'ai pensé qu'il fallait prendre le parti des chrétiens d'Orient. Le christianisme naît en Orient. Ces malheureux chrétiens d'Irak parlent l'araméen, c'est-à-dire la langue du Christ. Et ils sont évidemment menacés de disparition. En Syrie, en Irak, leur situation est très difficile. Et qui doit prendre leur défense dans la communauté musulmane? Mais beaucoup de musulmans ont sûrement été, comme moi, très indignés du traitement
affligés aux chrétiens d'Orient. Je dois vous dire que depuis les événements de janvier dernier en France et Charlie Hebdo, naturellement, on ne peut être que révolté par Daesh. Daesh, l'État islamique, le djihad, c'est monstrueux. C'est monstrueux et il faut se battre de toutes les façons possibles contre. Oui, mais une fois qu'on a dit ça... Je trouve que la politique actuelle de la France à l'égard d'Assad est stupide. Assad est un dictateur. Assad est responsable de la mort de beaucoup de gens. Je ne suis pas pour Assad. Mais entre Daesh et Assad, tenir la balance égale est presque monstrueux. Assad... Donc vous dites c'est un moindre mal. Ah, c'est le moindre mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand François Hollande s'acharne contre Assad, qui a encore dit récemment il faut le neutraliser, c'est une folie. Il faut, en tout cas, je ne dis pas s'allier à Assad, mais parler avec lui. Sur ce point seulement, Poutine a raison. Je crois qu'il a tort à l'égard des Ukrainiens. Mais sur ce point, il a raison. On ne peut pas se battre contre tout le monde à la fois. C'est stupide. Nous nous battons contre Daesh dans le Mali et nous attaquons ceux qui combattent Daesh en Syrie. Qu'est-ce que nous avons fait contre Hitler? Nous nous sommes alliés avec Staline. Est-ce qu'il était bien Staline? C'était une horreur. Eh bien, Assad, c'est peut-être une horreur, mais il faut composer avec lui. Une question qui est beaucoup plus frivole, on parlait de frivolité tout à l'heure, bien qu'elle ait été ressentie sans doute par l'intéressé comme pas du tout frivole. Comment vous qualifiez, vous, l'éviction de Claire Chazal du journal de TF1 ? Oh, ben écoutez, Claire Chazal est, j'ose le dire, est une amie que j'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup. Je ne la connais pas beaucoup, je l'admire beaucoup. Elle m'a reçu à son journal. Alors ? C'était un grand bonheur pour moi d'être au journal de Claire Chazal. Et tout ce qui arrive de mal à Claire Chazal, je le ressens comme si c'était moi-même. Si elle est triste de son départ, je suis triste de son départ. J'espère qu'elle trouvera les forces nécessaires pour rebondir et pour être encore plus heureuse hors de la télévision que dans la télévision. Mais vous vous dites, vous qui êtes un homme courtois, élégant, vous vous dites, ce ne sont pas des méthodes ? Ce sont des mauvaises méthodes ? Voulez-vous que je vous dise quelque chose ? Je suis un homme, grâce à Dieu, qui n'est ni au gouvernement ni dans les affaires. Je trouve les gouvernements horribles et les affaires atroces. Et on me dit, mais vous avez été chef d'entreprise. Oui, j'ai été chef d'entreprise puisque j'étais directeur du Figaro. J'ai été obligé de mettre des gens à la porte. J'ai mis à la porte des gens que j'aimais beaucoup, Pivot. Bernard Pivot. Oui. J'ai mis à la porte Jean-Marie Et qui est parti avec des indemnités. Pourquoi ? Oui. Ce qui lui a permis de construire sa piscine, qu'il a appelée la piscine Jean d'Ormesson. Sérieuse. Une anecdote un petit peu connue. Et j'étais du côté de Pivot. Et j'étais du côté des Roirs. Mais je les ai quand même mis à la porte. Eh bien, c'est donc vous dites c'est la fatalité, quoi. C'est nécessaire. Non, hélas, le monde est cruel et dur. Les guignols de l'info, juste un petit mot, qui sont en sursis. Vous trouvez ça déplorable ? Mais vous savez, je leur reproche une chose très grave. Ils ne m'ont pas mis au guignol de l'info. J'aspire à être ridiculisé. J'aspire à être ridiculisé par les guignols de l'info. Alors, vous qui êtes sur les plateaux de télé, comment vous choisissez d'ailleurs vos passages en télé quel type d'émission vous choisissez ? Pour aller à la télé. Oui. Écoutez, j'ai mon attaché de presse, j'ai beaucoup aimé mes attachés de presse chez Gallimard. Donc vous les écoutez. Et mon attaché de presse de Lafont, qui est ici, m'a dit à l'instant, c'est amusant, parce que les journalistes m'ont souvent dit non quand je demandais des émissions pour mes auteurs, et avec vous, je me venge, je leur réponds non. Parce que je refuse la plupart des émissions, parce que je ne peux pas faire face. Probablement,
pardonnez-moi encore cette suffisance, je suis probablement un bon client de la télévision. Et je ne choisis, je suis obligé de choisir les émissions que je préfère. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la vôtre, voilà, j'y suis. Oui, et vous y avez été à plusieurs reprises, ce qui nous a permis de faire un florilège des bons moments avec Jean Do. Votre nom, s'il vous plaît? Jean d'Ormesson. Le Figaro, qu'est-ce que je fais ici? Mais où est-ce que je vais? Je n'hésite jamais à plonger dans mon ego. Oui. C'est pas quelque chose qui m'arrête. Bon, vous savez, vous devriez faire de la télé. Peut-être prendre votre place. Assurément, je vous la donne. Quel est votre juron préféré? Connard. Mama yo quiero. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Je pourrais aussi me taire, ce serait une bonne chose. J'aurais beaucoup aimé être une femme. Ne vous moquez pas de moi tout de suite. Vous voilà en femme? Ah, quelle horreur! Si j'avais été une femme, j'aurais adoré séduire les hommes, les faire marcher. Et vous emmenez au lit. Oh, quelle chance! Oui. Mais j'espère qu'on ne va pas nous filmer. Est-ce qu'avec les années, le désir s'émousse? Mais ma chère Catherine, hélas, le drame, c'est que c'est pas le désir qui s'émousse. Le lit, pour vous, c'est une institution? Ah non, pas du tout, c'est un agrément. C'est un plaisir. J'essaierai de vous montrer ça dès qu'ils ne seront plus filmés. Nager, faire du ski, baiser, c'est très important. C'est depuis que je suis vieux qu'on me dit que je suis jeune. Oui. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais vieux. Oui, je rajeunis chaque année. Pour vieillir est le seul moyen de ne pas mourir. Vous savez que l'autre jour, j'étais dans ma voiture et j'écoute Gérard. Oui. Et Gérard m'imitait. Oui. Et je me dis, quand même, il exagère un tout petit peu. Figaro, Mitterrand. Et à la fin de l'émission, j'ai compris que ce n'était pas Gérard. C'était moi. C'était vous? C'était moi. Non. Je vous jure que c'est vrai. Vous n'avez pas reconnu votre propre voix? Je n'ai pas reconnu, c'était moi. C'est surprenant, non? Oui, enfin, je suis content, j'imite. Non, mais il y a un dédoublement, du coup. J'imite mes imitateurs. Mais oui, ça, c'est merveilleux, quand même. Vous les rencontrez, Laurent Gérard, vous le connaissez? Oui, je connais Laurent Gérard, bien sûr. Je connais Laurent Gérard, je connais Fonel, qui a beaucoup de talent. Je connais un peu Julien Doré, qui a fait une carrière éblouissante. Grâce à vous? Non, pas grâce à moi. Je lui vois beaucoup. Est-ce que vous avez beaucoup, vous, souffert du sentiment amoureux? Mais, ma chère Catherine, j'ai passé mon temps à ça. Est-ce pour cette raison que l'une de vos chansons, que vous appréciez notamment, c'est celle-ci? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Difficile de couper Jacques Brel, pardon. Ne me quitte pas. Pourquoi? J'ai souvent répété une phrase qui n'est pas de moi, mais qui m'avait beaucoup plu. Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est de me quitter. Et c'est très bien. Vous savez, les amours malheureux, ça fait partie aussi de la beauté de la vie. Vous avez connu des chagrins d'amour? Mais certainement, oui. Mais c'est inutile de m'en parler, je ne vous en parlerai pas. Mais c'est constructif? Ça construit quelqu'un? Mais oui, au moins autant que d'être attaqué pour ces livres, évidemment. C'est la contradiction qui vous fait marcher. Si tout roulait comme ça, ce serait assommant. Oui. Vous dites d'ailleurs que le bonheur, c'est l'inattendu. C'est ça que vous aimez? Oui, l'inattendu. L'inattendu. Et ça, c'était assez inattendu que vous aimiez aussi cette chanson de Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. L'aigle noir. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de... Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean d'Ormesson, l'aigle noir? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'aime beaucoup Barbara
J'ai beaucoup aimé Piaf. J'ai toujours pensé un chanteur ou une chanteuse, Charles Trenet ou Aznavour, aurait pu entrer à l'Académie. C'est une des formes de la culture aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, Jean d'Ormesson, que vieillir donne des droits? Strictement aucun. Et qu'on ne me parle pas de l'expérience de vieillard, on s'en fout complètement. Michel Bouquet, à cette même place, il y a quelque temps, disait que même on devait retirer à partir de 80 ans le droit de vote aux personnes atteintes par cet âge-là. Qui est-ce qui a dit ça? Michel Bouquet, l'acteur. Eh bien, vous savez, c'est je ne sais pas si ça doit se faire, je vais me mettre à dos tous mes contemporains. À l'Académie, j'ai proposé, au Sacré Collège, les cardinaux. Les cardinaux ne votent plus à partir de 80 ans pour le pape. J'ai proposé à l'Académie qu'à partir de 80 ans, on soit honoraire. Puis j'ai regardé autour de moi, ils avaient tous plus de 80 ans. Alors évidemment, ça a été refusé. Et on ne peut plus élire à l'Académie quelqu'un qui a plus de 75 ans. Mais ce n'est pas la bonne façon de rajeunir l'Académie. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas mettre une limite d'âge. Et enlever c'est une idée, en tout cas, qui n'est pas indiscutable. C'est une idée qui est tout à fait discutable. Je suis contre le droit de vote à 15 ans. Je suis contre le droit de vote. Est-ce que je suis pour le droit de vote à 95 ans? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, moi, je me mets désormais en retraite de l'activité. J'écris mes livres et c'est tout. Alors, il y a un homme avec lequel, d'ailleurs, vous avez passé quelques jours de vacances, me semble-t-il, qui vous connaît bien. Alors, habituellement, on le réclame à titre posthume, souvent. C'est Frédéric Mitterrand. Et Frédéric Mitterrand a accepté de témoigner sur vous, Jean d'Ormesson. Oui. Et il vous connaît suffisamment bien pour vous dire ceci. Je crois que ce que j'aime le plus chez Jean d'Ormesson, c'est sa gaieté. Nous sommes dans une période assez sombre et les gens gais, joyeux, heureux de vivre sont très rares. Vous savez, la gaieté, c'est un apprentissage. On est gai parce qu'on connaît la tristesse du monde. On est gai parce que l'on est souvent aux frontières de la mélancolie. On est gai aussi quand on aime. Et Jean d'Ormesson aime. Il aime le monde qui nous entoure, il aime les gens, il aime les expériences et il aime ce privilège de notre culture française si menacée, la conversation. Je suis votre tout petit frère, partagé entre le souvenir écrasant et magnifique du général de Gaulle et le souvenir, pour moi, très affectif de François Mitterrand. Je suis aussi votre tout petit frère dans l'admiration éperdue que je porte à votre talent et à votre manière de décrire à la fois vous-même et le monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas le seul tout petit frère en France, puisque tous les Français vous aiment, même M. Mélenchon vous admire et vous aime. Tous les Français vous aiment, car la famille France, tellement déchirée, tellement anxieuse actuellement, a besoin de repères. Et avec vous, Jean d'Ormesson, quel plus beau repère, quel repère plus bienfaisant pouvons-nous trouver? Alors mon cher Jean, continuez comme vous le faites, continuez tant qu'il vous sera possible de le faire, et puis n'hésitez pas à expliquer à votre vieux copain Dieu qu'il peut encore attendre, car la famille France, la famille déchirée, a encore besoin de vous. C'est du Frédéric Mitterrand. C'est merveilleux, merci Frédéric. Et ça me fait évidemment énormément de plaisir. Mais alors, c'est intéressant ce que dit Frédéric Mitterrand. Il dit que vous endossez en fait une véritable responsabilité de rassembleur des Français. Écoutez, si pour dire les choses rapidement, on ne va pas non plus aller au bout de la question parce que ce serait trop long. Je me prétends chrétien.
comment je suis, c'est très difficile à expliquer, ce serait trop long. Je me prétends chrétien. J'aime donc les gens. J'aime les gens. Le christianisme consiste à aimer les autres. Il n'y a pas vraiment d'autres règles. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns ». Jean, on peut ne pas être chrétien et aimer les autres aussi. Mais naturellement, mais comment mais on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer les autres. Exact. Mais naturellement qu'on peut ne pas être chrétien et aimer les gens. Naturellement. J'aime les gens. Et c'est pas très surprenant que les gens m'aiment, puisqu'ils savent que je les aime. Vous savez, les gens que j'admire le plus, c'est les gens qui sont sévères pour eux-mêmes et indulgents pour les autres. Ça s'appelle des saints. Les gens que je méprise le plus, c'est ceux qui sont indulgents pour eux-mêmes et durs avec les autres. Et là, j'en connais, dans les gouvernements, dans les affaires, j'en connais, qui sont très doux avec eux-mêmes et très durs avec les autres. Moi, je suis doux avec moi-même, je suis indulgent avec moi-même, je me pardonne beaucoup de choses, je suis indulgent avec les autres. Il y a Emmanuel Donzella qui va venir. Il va venir conclure cette émission. Bonjour Emmanuel. Bonjour Catherine. Jean, ravi de vous rencontrer. Alors Emmanuel, vous le savez, il vient en fin d'émission avec un texte manuscrit, oui. Ce qui prouve bien que c'est lui qui l'a écrit. Et il va vous interpréter cette ode, cet hommage, cette chanson. Pour Jean d'Ormesson. Voilà. On y va? Allez, c'est parti. Il y a quelques pics quand même, nécessairement. Peut-être. Ce qui est bien avec Jean d'Ormesson, qu'on soit prolo, qu'on soit aristocrate, qu'on soit Sarko ou qu'on soit Mélenchon, on peut tous enfin se sentir de droite. Ça donne envie de boire un thé en citant du Chateaubriand. Ça donne envie de discuter de Dieu, du monde, de la vie et du temps. Ce qui est bien avec Jean d'Ormesson, c'est qu'il est pareil à un comédien. On le voit sur toutes les télévisions, on n'a plus besoin de lire le bouquin. Jean d'Ormesson, ne dites pas non, ça fait quand même 823 fois que vous venez faire cette émission. Je parie que dans un mois vous êtes encore là. Jean dormait pas la nuit, Jean d'Ormesson, vous êtes ici. Et chaque soir dans mon lit, je fais des insomnies, car je vous lis. Ce qui est bien avec Jean d'Ormesson, c'est que ce n'est pas que l'esprit qui grandit. Je n'ai pas besoin de mettre des talons. Ce matin je ne suis pas le plus petit. Avec vous je deviens plus grand. Mais quand on a 90 piges, on ressemble tous à un moment à une espèce de coton-tige. Ce qui est bien avec vous Jean d'O, c'est qu'on sait comment finir une chanson. Car avec vous, on peut trouver les mots pour terminer avec une citation. Tiens d'ailleurs, allez, je me lance en vous citant Victor Hugo. La musique, c'est du bruit qui pense, et ce matin, la mienne pense à Jean d'O. Jean dormait pas la nuit, Jean d'Ormesson, vous êtes ici. Et chaque soir dans mon lit, je fais des insomnies, car je vous lis. Attention, maintenant c'est à vous. Et là, vous devez dire « Et moi j'écris ». D'accord? À vous. Et moi j'écris. Et moi je vous lis. Emmanuel Donzella. C'était presque un duo.
Il est corse. Vous savez, c'est mauvais pour le caractère. Vous allez me donner la grosse tête. Vous l'avez déjà. Oui, bien sûr. Il ne faut pas exagérer. Enfin, c'était pas tant. Merci, je prends, je le garde. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et vous avez beaucoup de talent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Au revoir, Vous passez quand vous voulez. Avec plaisir. Oui. Et de toute manière, dans un mois, on 826e émission avec Jean d'Ormesson. Dès le mois prochain, il l'a dit dans son texte. Vous reviendrez. Au revoir, bon dimanche. Merci beaucoup. Je voulais saluer Jean-Luc Renaud qui est exposé sur le plateau de Thé ou Café ce matin. Il expose jusqu'au 13 octobre à la galerie Egoa. 16 rue de Beaune à Paris dans le 7e. Jean-Luc Renaud retrace comme ça sous forme de composition photographique, de tableaux, de textes, les épisodes de sa vie, un personnage ordinaire, fictif. C'est très très beau, c'est une composition photographique que je trouve extrêmement inédite. Il travaille à partir de documents originaux des années 20 à 60. Retenez son nom, Jean-Luc Renaud. Pour terminer, Jean d'Ormesson, un mot, le mot de la langue française. Vous savez, je vous pose souvent la question, mais ça bouge parfois. Le mot qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y en a qu'un. Oh, vous allez me dire aimer. Hein? Aimer. Oui, c'est amour. Amour. Ben oui, qu'est-ce qui m'a occupé dans la vie? Vous croyez que ça m'a occupé d'avoir des décorations, d'être directeur de quelque chose, d'être à l'académie? À quoi est-ce que je penserais à la fin, tout à fait au bout? À ceux que j'ai aimés, probablement à ceux qui m'ont aimé. Et finalement, l'amour a été la grande affaire de ma vie. Merci. Samedi prochain, nous recevrons Sophia Aram. Elle est actuellement sur scène dans un one-woman show très corrosif. Et puis le lendemain, nous serons en compagnie de la patronne de l'ENA, de l'École nationale de l'administration. C'est la patronne Nathalie Loiseau. Et elle viendra évidemment nous parler de cette institution qui n'est pas toujours très appréciée, qui est parfois même critiquée. Vous auriez aimé faire l'ENA, vous le normalien? Alors écoutez, moi je suis du côté de l'école normale. Je ne vais pas attaquer l'ENA, mais évidemment je suis de ceux qui pensent que la France a été bien gouvernée par des normaliens. Blum, Herriot... Pompidou? Pompidou. Ouais. Bon, très bien, on lui en parlera dimanche prochain. Alors voilà ce petit bouquet. Je sais que vous aimez les fleurs, vous envoyez beaucoup de fleurs à des personnes que vous appréciez, ça vous arrive souvent. Alors moi, j'avais envie, cette fois, que ce soit à vous que j'offre des fleurs. Alors je vous offre ces fleurs, Jean. Je vous embrasse. Au revoir. Passez une très très bonne journée. Vous êtes parfait avec votre bouquet de fleurs. Passez une très belle journée. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de Thé au Café. Belle semaine à vous. Portez-vous bien. Vous aussi, Jean d'Ormesson. Au revoir.